Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Alors plein de choses à voir aujourd'hui évidemment avec la reprise de la BGL League ce week-end. Il y a eu pas mal de buts d'ailleurs sur tous les terrains. Puis évidemment on va revenir sur la Coupe d'Europe la semaine dernière avec la Conference League. Pour en parler, qui mieux qu'un des principaux concernés, Romain Ruffier. Salut Romain, comment ça va ? Salut. Bah écoute, mieux que jeudi soir, ouais. Mieux que jeudi soir ou mieux que vendredi. Une bonne victoire hier, donc on est reparti. Tendai, Michaud, comment ça va ? Ça va mieux aussi. Parce que nous aussi on a vécu le traumatisme européen, mais voilà, on passe à autre chose et puis il reste toujours Espérange. Puis le retour de Lucas Galli. Comment ça va Lucas ? Bah écoute, très bien, en vacances. Donc, en vacances, ouais. C'est une bonne chose, je suis venu tourner l'émission et après vacances. Ciao tout petit. Après sud de la France, plage, tout ça, non. Non. Prépa physique avec Young Mister. Exactement. Ouais. 2 jours à Marseille pour aller voir un match et puis ça s'arrêtera là. Marseille, Panathinaikos alors ? Non, Marseille-Reims. Marseille-Reims, c'est moins bien ça. Ouais, c'est très bien. L'année dernière, ça s'est soldé par un 5-0 première journée. Si ça peut faire pareil, c'est parfait. Bon, en tout cas, tu parles de score, on va revenir sur les scores de ce week-end. Comme je le disais, pas mal de buts avec d'entrée Chifflange-Pétange, 3 buts partout. Le Swift, 5-1 face à Strassen. On a également eu Dudelange qui s'est imposé. Tous les Européens ont gagné d'ailleurs. Dudelange 3-1 contre Wiltz. Il y a aussi eu le Progrès qui a gagné 3-1 à la Jeunesse. Et puis Differdange hier. Grosse victoire, 5-1 face au Folaech. Tendai, tiens, toi qui as suivi vendredi soir Chifflange-Pétange. Raconte-nous un petit peu comment c'était Chifflange qui est promu et puis qui inscrit d'entrée de jeu 3 buts. En tout cas pour une reprise de BGL League, c'est sûr que c'était sympa parce qu'on a eu 6 buts, on a eu un sacré match. C'est clair et net que la première mi-temps Chifflange, ils étaient je pense paralysés par l'enjeu d'arriver en BGL League, ce qui est normal d'une certaine manière. Et quand ils prennent le 3-1 à la 47e, je me suis dit que ça allait être compliqué pour eux. Et puis là, ils se sont transformés. Il y avait vraiment une envie d'aller chercher cette égalisation, même quand ils sont passés à 10 à 20 minutes de la fin, qui aurait pu changer la donne. Et ils ont vraiment pilonné une équipe de Pétange, on parle quand même de Pétange, donc c'était pas n'importe qui avait en face. Et ils vont chercher leur égalisation au bout du temps additionnel. Donc je pense que c'est très prometteur pour eux pour la suite. Et c'était une bonne petite intro à cette saison de BGL. On a également eu malheureusement défaite pour le Maresca Mersch qui est aussi promu, défaite de 1 face à Eurosport. Est-ce qu'il y a un résultat qui vous a surpris sur ce week-end ? Je vois par exemple la victoire du Racing 3-1 sur la pelouse de Mondorf. Moi j'étais un petit peu surpris. Ouais, on a annoncé le Racing qui a quand même perdu pas mal de joueurs, qui ont perdu leur gardien. Est-ce que c'était une grande perte ? Ils ont perdu Nakache, Garros, Entier, donc ça fait quand même beaucoup, plus certains autres. Ils gagnent à Mondorf qu'on voyait beau cette saison. Après c'est une première journée, ça veut rien dire, faut pas tirer de conclusion hâtive. Maintenant, ouais, franchement, moi j'aurais pas misé sur une victoire du Racing à Mondorf, mais tant mieux, ça veut dire qu'ils sont encore là et c'est bon pour notre championnat. Differdange, comment c'était ? En plus tu peux en parler, il y a le gardien qui est avec nous, donc on va voir si c'était... Differdange, c'était impressionnant offensivement, vraiment très impressionnant offensivement. Naifi, Trani et Castro, quand il est rentré à 3, c'est très agréable à voir. On a vu après contre une équipe de Fola qui était quand même pas bien dans son match, pas bien du tout. Maintenant, faut voir pareil pour eux sur la saison. C'est vrai que derrière, je pense que Romain peut confirmer, c'était plutôt calme hier. Il n'y a pas eu trop d'offensive du côté du Fola. Et ouais, non, dans l'entrejeu et devant, franchement, c'est très consistant et ça fait très plaisir à voir. Romain, c'était évidemment essentiel de gagner après ce qui s'est passé jeudi. C'est ce que aussi on pouvait craindre du côté de Differdange. Soit on passe à côté, soit on se remet tout de suite dedans. C'est ce qui a été fait, donc je pense que c'est bien de démarrer comme ça. De vite rebondir par rapport à ce match de Coupe d'Europe, d'en tenir les conséquences, d'apprendre un peu de cette défaite. Et chose faite, chose qu'on a plutôt bien fait. Après, tout n'était pas parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de phases de jeu qu'on aurait pu gérer différemment. Mais l'état d'esprit était là, la finition était là. Donc je pense que c'est bon pour la confiance et ça lance notre championnat. Donc c'est plutôt positif. Je me souviens parce que j'étais du voyage avec vous à Maribor, je me souviens qu'à l'aéroport, Fabrice Aubé, il me racontait que la saison dernière, après Ljubljana, il y avait eu 2 ou 3 semaines avant la reprise du championnat. Tout le monde avait un petit peu forcément cogité. Là, le fait de retourner tout de suite sur le terrain, c'était une bonne chose pour vous. C'était un peu dans leur tête. Je sais qu'ils en ont beaucoup parlé. L'an dernier, ils avaient eu un peu la même situation en Coupe d'Europe et ils jouaient de suite après le Racing. Et pour eux, ça s'était mal passé. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Mais du coup, voilà, après, quand on commence mal, une défaite, le match d'après, peut-être qu'on fait match nul. Le troisième, on ne sait pas, peut-être qu'on joue contre un gros, on perd des points et on tombe de suite dans une mini-crise.
Et en BGL, les mini-crises, c'est jamais très bon et jamais très facile à les passer. Donc c'était bien. C'était bien d'avoir bien commencé, d'avoir pris des points, que les attaquants ont pu se mettre en confiance, la défense a été solide. Donc non, c'est plutôt positif. Et physiquement, vous étiez comment? Parce que mine de rien, après le match, j'étais un peu inquiet sur le plan là. Le coach a fait tourner. Le coach a quand même fait tourner 3-4 joueurs. On a perdu 2-6 quand même qui se sont blessés à Maribor. Devant, on a changé aussi deux joueurs. Enfin, on a changé deux joueurs devant. Sur l'arrière droit, a changé aussi. Donc voilà, quelques joueurs ont pu se reposer, les nouveaux ont fait le job. Donc voilà, physiquement, je pense qu'on était un peu tous fatigués. Après, quand il y a la tête, il y a les jambes. Donc voilà, on était prêts mentalement et on a su le faire sur le terrain. Prochaine journée, retour au Racing d'Yfferdonge. Ouais, prochaine journée, retour au stade Amrel que j'ai côtoyé pendant 7 ans. Donc ouais, ça va faire quelque chose, on va voir ce que ça va donner. Prochaine journée, donc il y aura Fola Dudelange parmi les affiches. Ça va être difficile pour le Fola de ce début de saison, après déjà la claque reçue Differdange, ils enchaînent avec Dudelange. Ouais, c'est sûr que ça va être difficile parce que le Fola reste fragile après l'an dernier, ils se sont sauvés, c'est beau, félicitations à eux, mais on sent quand même que l'édifice est encore un peu tremblant. Et si tu commences déjà par une claque contre Differdange où tu en as pris 5 et que derrière, face à Dudelange, tu perds à nouveau, tu fais un 0/6 pour commencer, ça peut vite lancer une dynamique qui peut être dangereuse pour le reste de la saison, donc méfiance quand même de leur côté. Quoi. Notamment, hier, Dudelange était mené 1-0 par Wiltz. Ils ont montré vraiment une grosse force de caractère. Ils n'ont rien lâché. Après, eux aussi, une grosse claque cette semaine. On aura l'occasion d'y revenir, mais ils n'ont rien lâché. J'ai vraiment l'impression qu'aussi à Dudelange, il y a un groupe qui se dégage avec un 11 type relativement impressionnant. Ouais, mais il n'y a qu'un 11 type. Ouais, il n'y a qu'un 11 type, mais je peux te dire que devant, tu prends Hadji Van Lingen pendant 90 minutes. Quand tu es le Fola, tu vas en prendre 5 à Differdange. Tu as intérêt à être préparé parce que les deux ensemble, ils n'ont pas marqué, ni l'un ni l'autre. Mais ça combine, ils ont été un peu en manque de réussite, mais on l'a vu très bien tous les deux contre l'équipe maltaise, et moi je l'ai vu hier contre Wiltz. Les deux ensemble, ils font très mal. Bojic était suspendu pour le carton rouge de l'année dernière, ils ont fait jouer le petit Anglaro qui pour sa première titularisation a fait vraiment du bon boulot. Là je pense que Bojic va rejouer. Bojic a joué Agovic et Frère au milieu de terrain, avec une défense qui s'est trouvée, et devant des mecs qui vont quand même qui savent combiner à deux. J'ai peur pour le Fola la semaine prochaine. Parmi les affiches aussi, il y aura Progrès Mersch, puis j'ai également noté Pétange Suif, ça c'est aussi l'un des gros matchs de la semaine prochaine. Celui-là il va être sympa. Ouais. Parce qu'on se souvient quand même que l'an dernier c'est Pétange qui a arrêté la série historique du Swift. On va voir si Pétange, mine de rien, parce que je pense qu'il va y avoir un sacré rythme devant pour l'Europe. Ils ont déjà perdu 2 points, mine de rien, à Chifflange. Donc là, si tu commences avec un 1/6, c'est quand même pas ouf pour essayer d'aller chercher ton objectif européen. Donc je pense qu'il va être sympa à suivre celui-là. C'est vrai, quand on discute avec un petit peu tous les clubs là, sur ce début de saison, tout le monde nous dit cette saison, ça va être particulièrement serré sur les places européennes. Toi, de la 2e jusqu'à la 8e, 9e place, il y a beaucoup d'équipes qui ont sensiblement le même niveau. Je sais pas, toi qui es joueur, est-ce que tu vois aussi ce championnat un peu se relever aussi Ouais, je pense que tout le monde voit Espérange devant. Après, il faudra voir sur le terrain. Mais c'est pas fait ça encore. Voilà, sur le papier en tout cas, ils ont une équipe pour être largement devant. C'est sûr que maintenant derrière il y aura du monde. Je pense que Racing sera également là. Strassen ont fait un recrutement et ont une équipe sur le papier qui est hyper intéressante. Je pense que nous on répondra présent. La jeunesse, Niederkorn, Dudelange. Tu penses que le Racing il peut se mêler à une course européenne, un top 5 ne serait-ce qu'un top 5 On vient de dire de 2 à la 8e place, ça va être serré. Et je pense que le Racing a une équipe sur le papier qui est pas vilaine. Je pense qu'ils ont annoncé énormément de changements qui ont eu lieu, mais l'effectif ou l'équipe en place, quand on regarde leur équipe hier, je pense que sur le papier c'est vraiment intéressant. Ce qu'ils ont produit sur le terrain, c'est vraiment pas mal aussi. Donc je pense qu'il faudra compter également sur Racing. Tu dis ça parce que c'est ton ancien club et au cas où s'il faut retourner là-bas ou non? Non, je suis très bien à Differdange. Je vois le Racing gagner le titre. C'est au cas où. Soit le Racing, soit Differdange. Differdange devant. Là. mais non. Je pense que quand on regarde leur 11 de base, c'est quand même beaucoup de joueurs expérimentés qui ont l'habitude de cette BGL. Et je pense que ça peut servir. Donc, pas forcément d'être à la 2e, 3e place, mais pas décrocher non plus. Ils peuvent faire chier beaucoup d'équipes. Et puis sur cette saison, par rapport à ça aussi, il y avait quand même le Swift. S'ils jouent l'Europe, ils vont ils vont aussi, ça va leur prendre beaucoup d'énergie. Enfin, on les a vus tourner ce week-end. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi. Tourner ce week-end, ils en ont mis 5. Taper les déplacements, ils vont partir à 20 à chaque fois à l'autre bout de l'Europe. S'ils jouent, Dudelange une année, ça leur avait coûté quand même assez cher en début de saison. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je trouve vraiment que pour moi, Niederkorn et Differdange, ils sont armés
au cas où ça tremble du côté du Swift. Même si je pense qu'ils sont quand même au-dessus. Sachant que là, ce week-end, ils jouent pétanche, si ça fait tourner, c'est une grosse équipe en face quand même. Ça va, ouais, c'est vrai. ça va À un être. moment donné, quand tu vas faire tourner, parce que tu es entre 2 matchs de Coupe d'Europe C'est ça. et que tu tombes C'est ça. Contre un gros. C'est ça. Ouais. qui vient de perdre 2 points. Pétange à Chifflange, il manquait en plus Il manquait du Laukart, monde, ouais. Schneider qui n'était pas titulaire. Tequila, toujours blessé. Tequila toujours blessé. blessé, ouais. Ça fait La du mal. BGL cette saison, pour les places européennes, ça va être vraiment intéressant à voir. Ouais. Et franchement, moi, je suis pressé que ça avance un peu avec le temps encore. Tu me fais la passe décisive, place européenne, on va parler. Chaque fois que je suis là, je te fais des passes La Coupe d'Europe, voilà, ça glisse tout seul. La Coupe d'Europe, la semaine dernière, on a suivi ça forcément de très près. Malheureusement, sur 4 équipes, on pensait avoir un maximum de chances de voir le plus d'équipes possible au tour suivant. Et puis, malheureusement, ça n'a pas souri, mais les clubs se sont bien battus quand même. Je pense au Progrès notamment, qui a quand même tenu tête ici à Midtjylland, malgré la défaite 2-0 au match aller. Ils sont bien revenus de 2-0 Ouais. aussi, et c'est allé jusqu'en prolongation. Non, mais je pense que c'est précisément quand tu dis qu'on espérait avoir plus de clubs qualifiés, je pense peut-être avant les matchs allés, mais avant les matchs retour, il y avait quand même des situations compliquées sur le plan des scores. Oui, complètement. Et voilà, il y a un mélange de fierté parce que quand on voit le Progrès qui arrive à amener jusqu'au bout de la prolongation une équipe comme Midtjylland qui a un budget de 25 fois supérieur au leur et ils ont fait un match énorme de A à Z. Bon, malheureusement, ils prennent un boulet de canon à la 112e. C'est dur à vivre quand on voit Differdange qui non seulement au match aller ils prennent un but à la dernière minute qui pourrait un peu démoraliser, ils en prennent un en premier à Maribor et derrière ils arrivent à passer devant à 3-1, aller chercher les prolongues et ils se prennent un péno. Imaginaire. Je ne me permettrai pas de le dire, mais très limite à la 120e. Pareil, il y a ce mélange entre frustration et fierté, et c'est un peu des sentiments très difficiles à gérer, quoi. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Est-ce qu'on arrive à sortir de ça fier, ou est-ce que l'élimination prend le dessus sur tout ? Ouais, sur le coup, je pense que c'est l'élimination. Je pense que sur le coup, on cherche pas à comprendre est-ce qu'on les a emmenés en prolongation ou pas en prolongation. On voit qu'on a fait un match quasi parfait, qu'en face il y a une très très grosse équipe, qui aussi font le job, j'enlève pas leur performance. Mais ouais, sur le premier sentiment, c'est la frustration. Déçu de ne pas avoir réussi notre objectif, de ne pas avoir réussi à aller au penalty ou à garder ce score ou à gagner ce match. Donc ouais, frustré sur le début. Après, quand les jours passent, on se dit quand même c'est Maribor, c'est une grosse équipe, que la logique a été respectée, mais c'est du vol. Franchement, faut pas voir. Non, mais faut utiliser les bons termes. Aujourd'hui, c'est le penalty, tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, il tourne. C'est un scandale. Franchement, c'est du vol. Alors après, à vitesse à la réelle, 120e en plus. À vitesse Tu peux réelle, pas. je pense que ça doit être compliqué parce que l'arbitre aussi, il est peut-être plus aussi lucide qu'en début de match. Si t'as la VAR, l'arbitre c'est il a quand même autre senti chose. que c'était l'arbitre de touche qui lui avait signalé. Ouais, Ça, quand même, L'arbitre de touche. il est de Ah, l'autre côté. l'arbitre Hein. de touche, c'est à l'opposé. Tu sais que De l'autre côté, je vais être honnête avec vous, mais de la tribune, moi j'ai tout de suite vu que c'était l'attaquant qui un peu mettait une balayette au défenseur. J'ai dit, putain, je crois que j'ai vu ça, mais j'étais pas sûr vu la distance. Je me dis, ouais, je crois que j'ai vu ça, je pense qu'il fait une grosse erreur. Et après, quand je vois le ralenti après le match, je dis, Mais sur le en coup, fait on sait c'était. pas. En plus, moi, je suis pas trop un mec qui va avec les arbitres, mais sur le coup, on sait pas. On voit qu'il y a eu un contact. Théo nous dit qu'il y a eu un petit contact, mais il sait pas si c'est lui, si c'est pas lui. Il est pas tombé tout seul, hein, Ouais, tu on vois. prend le penalty, ok. Et quand on arrive au vestiaire, qu'on voit ça, on se dit, mais non, pas comme ça en fait. C'est ça. Pas comme ça. C'est ça qui est le Comment- plus frustrant, je Comment pense. à la 120e, tu peux décider du sort du match? Comment tu peux décider que Maribor va aller au tour d'après? Siffle la fin du match, parce qu'en plus on fait même pas l'engagement. Siffle la fin du match, personne va rien dire parce que Maribor n'a rien réclamé du tout. Tu siffles la fin, ça va au penalty. Maribor gagne, tant mieux pour eux, on gagne, tant mieux pour nous. Et il n'y aurait aucun vol, et les deux ont fait un bon match, et voilà, Ouais. ça félicite un peu l'ensemble de la partie. Vous avez pu parler un peu à l'arbitre après le match ? Rien du tout. Rien. Tu peux rarement parler aux arbitres, je pense. Ouais, c'est vraiment. C'est ils ont compliqué. pris leur bulle, match aller pareil, enfin c'est vraiment. Faut Ah, pas- faut pas franchement, les approcher, quoi. Je préfère prendre 3 à l'aller, 4 au retour que de me faire éliminer comme ça. Moi, Sachant qu'il y a le coup franc à l'aller sifflé à la 96e. hein. Sur le coup, mais je me suis promis depuis 2 ans de plus parler avec les arbitres, mais un truc comme ça m'arrive en Coupe d'Europe. Je préfère même pas Toi, imaginer. tu te promets beaucoup de choses. Jamais t'arrêteras de parler aux arbitres, toi. Jamais. Premier match de cette je saison, tu vas prie. parler aux arbitres, on Alors, sait déjà. du sportif, je pense aussi, il faut penser au club. Financièrement. Financièrement, tu ouais. perds une qualification au 3e tour, donc les droits télé, puisque derrière tu savais que c'était Fenerbahçe, Ouais. le stade, sûrement ce que ça va rapporter, la qualification.
Peut-être que pour Maribor, une qualification, je ne sais pas si c'est rien. C'est entre 200 et 300 000, ça ne doit pas changer grand-chose. Je suppose que pour un club de BGL, c'est quand même énorme. Donc, Et tu rajoutes le prestige, parce que dans l'histoire, tu auras toujours ce match face à Fenerbahçe, on aura tout, même pour tous les joueurs. Le match d'une vie, ouais, voilà. 98% de l'équipe, tu feras pas mieux, 50 000 au stade, un déplacement comme ça, un 3e tour de Conference League. Avec tous les joueurs qui en face, etc. Enfin bref, on remet le couteau, mais... Bon, il y a une équipe dont on n'a pas parlé, c'est Dudelange. Est-ce qu'on peut être déçu quand on voit l'adversaire? Parce que tu vois, Progrès, Midtjylland, bon, la logique a été respectée. Maribor, la logique a été respectée. Dudelange, c'est un peu l'ombre, la tâche, quoi. On peut être déçu, pour moi, il n'y a aucun débat. On doit être déçu, il faut absolument être déçu, sinon ça veut dire qu'on n'en demande pas assez. Par contre, Dudelange peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Quoi. Ouais. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes parce qu'en face, il y avait des bûcherons. Ils savaient pas jouer. Non, mais sincèrement, ils savaient pas jouer. Faut arrêter. On était au match ensemble, Lucas. Au bout de 10 minutes, on était tous les deux à dire mais c'est quoi ces mecs qui. À la mi-temps, les remplaçants, ils se mettaient des diagos. Il n'y en a pas une qui arrivait dans les pieds. Pas une diago arrivait dans les pieds. Il y a des diagos de 35 mètres. Je regardais, je disais mais c'est pas possible. Le mec courait derrière la balle constamment. Non, ouais, Dudelange. Le scénario est similaire. Voilà. Le scénario est similaire dans le sens où tu crois que tu l'as fait et tu prends un but dans les dernières minutes qui détruit tout. Maintenant, le match là, tu dois le gagner 4-0, 5-0. Le match aller, ok, tu joues sur synthétique, je peux comprendre que ce soit différent, mais t'as pas le droit de sortir de ça avec un 2-0. Donc je peux pas les mettre dans la même catégorie. Dans le même scénario, oui, mais dans le sentiment de fierté, tout ça, etc., j'ai beaucoup plus de fierté pour ce qu'a fait Differdange et pour ce qu'a fait Niederkorn que pour Dudelange, qui, quand j'ai vu le niveau de cette équipe, je ne comprends pas comment ils ont fait pour en arriver là. Et pour moi, au prochain tour, ils vont en prendre 5 allées, les 5 au retour. Ça serait gentil, hein, parce qu'il y a Pilsen, mais non, moi, personnellement, j'ai rarement vu une équipe aussi faible à ce niveau de la compétition. Enfin, franchement, c'était hallucinant. Ils avaient la balle, ils récupéraient, ils attendaient, ils récupéraient, ils serraient les lignes. Mais c'était du rugby, c'était du terrain. Ils envoyaient des sacoches devant. Il n'y avait aucune phase de conservation, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, et puis c'était en touche, aucune passe dans les pieds. Ah, pour le coup, le but il est beau. Pour le coup, il y a rien à dire. Incroyable. Hein. Ouais. C'est un centre, il a centré à. La balle arrive à 400 km dans la surface. Il a mis la tête, il l'a prise comme ça, poteau rentrant. Le gardien, il peut rien faire du tout. Mais après, là où tu peux pas excuser, c'est quand tu sais que tu es quand même en position défavorable, que tu as perdu le match aller 2-0, que tu joues une équipe aussi faible et que dans les 10 premières minutes, tu as 4 occasions franches. Ouais. Dans les 10 premières minutes, tu dois mener 1-0 minimum. Facile. Parce que les occasions franches, c'est des occasions plus que franches. Et après, tout le long du match, ils ont eu des situations. Ils ont réussi à marquer sur un coup franc dévié. Donc, c'est même pas un but construit, etc. Mais bon, ça fait récompenser la première mi-temps. Et en fin de match, quand on s'y attendait même plus, ils marquent. Alors là, l'ascenseur émotionnel est énorme parce qu'on se dit putain, c'est génial, ils ont marqué, etc. Et derrière, ils reprennent 2 minutes plus tard un but venu d'ailleurs. Mais ils sont venus une fois dans c'est la seule action du match qu'ils ont construit. Parce qu'au niveau des stats, c'était 20-25 tirs à 2, je crois. Je crois que jusqu'à la 35e minute, je crois que Dudelange a 80% de possession de balle. Ouais, j'ai vu ça. Toute la première mi-temps, ils sont à 79% de possession de balle. Ouais, voilà. Et les 3 tirs de Xira du match, donc il y a le but, et les 2 autres tirs, c'est une frappe de 40 mètres qui est au poteau de corner, et l'autre, c'est en fait une balle qui ressort sur un milieu de terrain qui n'a aucune solution et qui frappe. Et je pense qu'un gardien du Dudelangeois, il aurait pu arrêter de la poitrine la balle. Et bon, voilà, c'est tout ce qu'ils ont eu du match. Et franchement, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment la place pour passer. Ouais, et puis Romain, il a parlé tout à l'heure de l'impact financier. L'impact financier à Dudelange, c'est pas la même parce qu'on sait tous qu'ils ont des gros problèmes financiers à l'heure actuelle. Les 250 000 balles qu'ils auraient pris, ça aurait fait vraiment quelque chose de vraiment utile pour le club pour continuer à survivre. Et moi, je suis persuadé que quand ils ont vu le tirage, ils ont vu Xira, ils se sont dit putain, c'est bon, là, on a vraiment une occasion. Et au final, tu gâches ça et c'est ta faute, quoi. Après, ils ont subi un sacré traquenard à Malte. Hein. Terrain synthétique, 40 degrés. J'ai entendu que les ballons étaient pas gonflés pour l'échauffement. Enfin, différemment, j'avais eu des ballons trop gonflés, je crois, c'est ça. C'était l'inverse. Ouais, ils ont eu des cailloux. Ça fait partie un peu ils savent qu'ils doivent jouer là-dessus, les clubs là. Hein. Mais même Maribor, en conférence de presse, oui, on a 3 malades. Oui, c'était. Le lendemain, il n'y a aucun malade, tout le monde est là, tout le monde est bien présent. Même équipe que le match aller. Hein. Et Pedro Rezende a fait la même en conférence. Il a dit, oh, nous aussi, on a un joueur malade. Ouais, forcément, on nous sort ça, voilà, 3 malades. Bon, nous aussi, alors, du coup.
Mais, ouais, c'est d'autant plus dommage quand on voit le club des îles Féroé, la Klaksvik, Ouais, voilà. ils ont sorti Ferencvaros. Voilà. C'est un club, le budget. Laisse C'est des tomber, quoi, semi-pros, c'est des semi-pros comme ici. Et ils sont assurés de faire une phase de poule de Coupe d'Europe cette saison, alors que c'est un club des îles Féroé, donc il n'y a pas aussi ce truc de se dire on n'est qu'un club luxembourgeois. Voilà. C'est limite fini ça maintenant. Donc je pense que c'est là où c'est compliqué à tirer un peu le bilan de tout ça, parce que dans un côté, en effet, il n'y a aucun débat. Maribor, Midtjylland, c'est des équipes, des écuries qui sont largement supérieures sur le papier et financièrement. Donc les performances, elles ont été belles. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas continuer de se satisfaire au Luxembourg de la phrase classique de on a bien joué, c'est dommage. À un moment, on voit certaines nations qui vont arriver dans des phases de poule, que ce soit Europa League, que ce soit Conference League, et on ne voit pas le club luxembourgeois. Pour moi, c'est une anomalie. Et on doit avoir plus de niaque pour refuser ce genre de situation, quoi. Après, le Swift va peut-être. On verra. On n'a pas parlé, mais. J'allais y venir. Encore une passe D. Ouais, encore une passe D. Non, mais on voit que ça se rapproche de plus en plus. Les clubs quand même luxembourgeois, ils se rapprochent de plus en plus. Là, par exemple, Differdange sur la double confrontation, ils tiennent tête à Maribor. Je me souviens du Swift. Mais c'est la même l'an dernier. C'est pareil que l'an dernier, mais on voit que j'ai l'impression que c'est toujours un pas de plus, un pas de plus. Et là, ça aurait pu le faire cette année. Bon, le Swift est en train de le faire, visiblement. Et ça peut peut-être aller au bout et aller en phase de groupe. Ils ont fait le travail face à The New Sense. Eux, pour le coup, ils ont concrétisé leurs occasions. Ils se sont mis à l'abri. Et puis, avec ce score de 3-1, bon, ils se sont fait un peu peur, 3-2. Et on a eu un peu peur à la fin. Eux, ils ont quand même fait le job. Et finalement, c'est un peu la dernière chance. Et s'ils vont en poule, ce sera magnifique pour le football luxembourgeois. Parce qu'on a vraiment, vraiment besoin ici de créer une sorte d'engouement et d'envie de tous les autres de participer, de vivre ce même genre d'expérience. Maintenant, ils ne sont pas encore en poule. Donc, je ne vais pas non plus, faut attendre. Pas non plus m'emballer. Mais oui, je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment à se poser la question de comment c'est possible que Luxembourg n'ait pas chaque année une équipe en poule. Pour moi, ça devrait être quand même une évolution. Si on regarde là cette année, les 3 équipes qui étaient au premier tour, les 3 sont passées. Si on compare sur les années précédentes, pas tout le monde passe. Ouais, voilà, ça dépend également du tirage. C'est sûr que si tu tombes sur une équipe qui a 15 fois ton budget, 20 fois ton budget, c'est pas forcément facile. Mais quand tu as un tirage un peu clément, pourquoi pas. Donc je pense que le foot luxembourgeois est en train de progresser et ça commence à se ressentir même au niveau européen. Donc je pense que ça devient de plus en plus intéressant. Et qu'est-ce qui manque là selon vous, Lucas, peut-être pour l'année prochaine? Enfin concrétiser un peu cette évolution, un peu plus de chance avec l'arbitrage. Non, mais un brin de chance. Ouais. Voilà, c'est souvent. Qui est mis sur le tirage, rien que ça. Sur le tirage, quand tu tapes Midtjylland. Il n'a pas été clément et les deux équipes qui sont Differdange et Niederkorn, ils se sont quand même battus avec leurs armes et ils ont fait plus que rivaliser avec. Donc si tu as un adversaire de moins bonne qualité, peut-être que ça passe. Oui, peut-être que ça passe. Tu prends moins la légère, peut-être aussi les plus gros adversaires. Mais voilà, ils ont fait pour moi les deux des doubles confrontations parfaites. Un brin de chance, voilà, le penalty, il y a un arbitre qui est plus lucide, qui voit qu'il n'y a pas penalty. Pour Niederkorn, j'ai vu j'ai vu tous les buts, mais le dernier but qu'ils prennent, c'est pareil. Je pense qu'une équipe avec un peu plus de maturité, elle prend le rouge. Voilà, tu fauches le gars et puis c'est pas grave. Tant pis, je jouerai pas les tours d'après, mais il reste 7 minutes à tenir et voilà, mon club il se qualifie et puis je suis sûr que personne lui en tient rigueur au club. Maintenant, qu'est-ce qui manque au club luxembourgeois? Ouais, un brin de chance. Et puis peut-être aussi un poil de budget en plus pour avoir le joueur qui te fait passer dans une nouvelle ère comme le Swift avec Becca, on sait qu'il peut le faire. Un peu d'expérience, un peu de réussite, l'expérience quand même de jouer la Coupe d'Europe, donc à un moment donné tu gères peut-être un peu mieux tes matchs, tes fins de match, voilà, c'est le carton rouge, nous est-ce qu'on n'aurait pas pu garder le ballon avant, enfin voilà, je pense que à ce niveau-là, la petite erreur ne pardonne pas et c'est ce genre d'équipe contre qui on est tombé, ils le savent, ils ont l'habitude. Nous, peut-être un peu moins de matchs d'expérience en Coupe d'Europe. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure où chaque année, si les clubs arrivent à répéter ce genre de prestations, on aura de plus en plus de clubs au 2e, 3e tour et pourquoi pas plus haut. Peut-être pour toi l'année prochaine, avec Differdange. On va se battre pour ça en tout cas. On va se battre pour ça, on travaille pour ça et au fond de notre tête, je pense qu'on a envie d'y retourner. On va parler un petit peu de toi du coup. Déjà, pourquoi, si tu peux un peu nous expliquer comment elle s'est faite ton arrivée à Differdange? Est-ce que tu sentais que tu étais à la fin d'un cycle au Racing? Pourquoi tu as choisi Differdange? Pourquoi peut-être pas l'étranger? Je pense parce que tu es bien installé ici maintenant, mais voilà, pourquoi ce club-là? Alors déjà à la fin avec le Racing, ça s'est un peu précipité, un peu après Mondorf, dès qu'on a commencé à être éliminé, dès qu'on a été éliminé de la Coupe, j'ai eu une discussion avec ma présidente, avec qui je travaille, avec qui j'ai de très bonnes relations, donc on a un peu discuté, elle voulait prendre un peu du recul sur le club. Donc du coup, il y a une solution aussi pour alléger les finances du club, d'envisager mon départ. Donc voilà, on a commencé un peu à discuter tous les deux en privé par rapport à ma situation personnelle.
Et donc du coup j'ai commencé à ouvrir des portes en gros comme ça, on va dire un peu d'un commun accord avec la présidente. De là j'ai eu rapidement contact avec Differdange et Dudelange, c'est les deux clubs avec qui j'ai eu contact. Dudelange c'est via l'entraîneur et Differdange avec le directeur sportif également et l'entraîneur. Donc voilà, de suite un très bon contact avec les deux coachs. Carlos, on a pu échanger, mais je voyais que sa situation à lui n'était pas forcément très stable, c'était un peu compliqué à Dudelange, donc il fallait être un peu plus patient sur la situation. Alors que Differdange était tout l'inverse, de suite ils m'ont rassuré sur leurs envies, sur leurs ambitions. Très bon contact avec le directeur sportif, donc Rémi Manzo. Très bon feeling avec l'entraîneur parce que j'ai souhaité l'avoir au téléphone, parce que je pense que dans mon choix c'est quelque chose de très important. Je voulais pas m'engager dans un club si je connaissais pas la philosophie de l'entraîneur ou sa façon de penser par rapport au foot, par rapport à l'effectif, par rapport à ses ambitions. Et pareil, très très bon feeling avec lui. Déjà ce qu'il avait fait, ses prestations, enfin ses résultats qu'il avait fait avec Differdange l'année d'avant, je trouvais ça incroyable d'avoir fait deuxième avec l'équipe qu'ils avaient, sans leur manquer de respect, mais je trouve que vraiment ils avaient fait une saison incroyable. L'année dernière, ça s'est pas joué à grand chose. Ils perdent contre nous sur le premier match, sachant qu'ils loupent un penalty. Et puis de suite après, ils partent dans une mini-série un peu négative, ce qui a emmené après le fait qu'ils partent du club. Donc voilà, je voulais être un peu rassuré par rapport à ça, et ce qu'il a très bien fait. Donc du coup, j'ai de suite, assez rapidement en tout cas, privilégié l'option Differdange. Puis voilà, après j'ai rencontré le président et ça s'est fait assez facilement. Et pour le moment, ces premiers moments au sein d'un nouveau club, après avoir passé tellement de temps dans un autre, tu commences directement dans le grand bain avec des matchs européens. Est-ce que c'est pas un peu difficile à gérer ça précisément, de ne pas avoir cette période d'acclimatation, on va dire, sur des matchs plus tranquilles? Non, c'était pas. Après, j'ai 34 ans, enfin bientôt 34, donc je pense que l'expérience fait que ça se fait plus facilement. Mais l'adaptation, ça s'est fait assez facilement. Les joueurs m'ont bien adapté. M'ont bien accueilli, le coach pareil avec le staff, tout s'est très bien passé. Petite appréhension au début, la première semaine, on doit apprendre le nom des joueurs, savoir où on se place dans le vestiaire. J'ai toujours un peu de respect par rapport à tout ça, donc regarder qui se place où et attendre le dernier moment pour mettre à sa place, pas prendre la place d'un autre. Mais non, ça s'est fait assez facilement. Les matchs amicaux se sont très bien passés également, donc voilà, après il arrive le match de Coupe d'Europe, donc peut-être un peu plus de pression que ce que j'avais pu avoir auparavant, mais ça s'est fait assez facilement. Du coup, moi je voulais voir avec toi, on a vu que Differdange avait quand même plutôt recruté de manière ambitieuse. C'est quoi les objectifs du club cette saison ? Honnêtement, on s'en est pas vraiment fixé. Je pense qu'ils l'avaient fait par le passé, donc du coup la saison précédente. Et ça leur a pas forcément réussi, on va dire, au niveau du championnat. Donc je pense qu'ils veulent pas rééditer les mêmes erreurs. Cette année, vraiment, l'objectif, ce qu'on s'est dit en tout cas dans les vestiaires, on en a reparlé hier, c'est match après match. Vraiment, les gars, chaque match, si on peut tous les gagner, on les gagnera tous. Mais c'est pas se dire, tiens, je vais être deuxième ou je vais être premier ou gagner la coupe. C'est vraiment match après match, se remettre en question, arriver motivé, de l'envie et match après match se dire, voilà, aujourd'hui on a tout à prouver, aujourd'hui on doit poser nos coronets sur le terrain, aujourd'hui on doit aller chercher cette victoire. Ça fait un moment que tu es au Luxembourg, tu as connu donc le Racing, Vils aussi. Avant ça, tu avais démarré dans des structures professionnelles, notamment à Metz. Pourquoi ça n'a pas marché pour toi? Et puis comment ça s'est fait ton départ? Tu es passé par Amiens, mais tu nous racontais tout à l'heure que tu aurais pu rebondir à Arles-Avignon aussi. Ouais, ça, ouais. Je suis formé à Metz, je suis arrivé à 14 ans à Metz, j'ai fait 4 ans en centre de formation et 2 ans en professionnel, donc 2 ans on était en Ligue 2. 2 ans on jouait la montée en Ligue 1, 2 fois on finit 4e. Donc du coup le club part dans une restructuration, ils ont libéré pas mal de joueurs, donc tous les mecs en fin de contrat on se retrouve un peu à devoir trouver un club, ce qui n'est pas évident pour un gardien qui à l'époque je devais avoir 21 ans, j'avais fait 2 matchs en pro, j'étais rentré à Lyon en Coupe de la Ligue, j'avais joué Istres en Ligue 2. Donc à ce moment-là, c'est pas évident de trouver un club. Numéro 2, ils vont se dire bon, il n'a pas vraiment beaucoup d'expérience. 2 matchs. Numéro 1, impossible, en tout cas sur la Ligue 1, Ligue 2. Même national, moi je pense qu'on m'aurait pris pour me mettre en concurrence. Donc c'était pas évident à ce moment-là. J'ai eu contact effectivement avec Arles-Avignon, avec qui on était tombé d'accord, avec Esteban, avec Campioni, l'entraîneur des gardiens. Je crois d'ailleurs directeur sportif c'est Berton, quelqu'un qui est maintenant à Niederkorn. Donc on était tombé d'accord, tout était ok.
Et finalement, c'était au moment où Arles-Avignon est monté en Ligue 1, où il y a eu un bordel complet dans le club. Je crois qu'ils sont partis en stage, ils étaient 8 joueurs, coach viré, je crois que le directeur sportif est parti aussi. Enfin, il y a eu un gros ménage. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire 1 an de chômage, à m'entraîner à Montpellier pour garder la forme en quelque sorte. Alors un coup, tu t'entraînes avec les féminines parce qu'ils n'ont pas de gardien, un coup, tu t'entraînes en spécifique parce que tu n'as pas d'assurance, un coup, les 19, ils ont besoin d'un gardien, donc tu vois. Donc on m'appelait comme ça un peu au compte-gouttes. Je faisais en moyenne 2-3 entraînements par semaine, mais c'était un peu au compte-gouttes, je savais pas trop quel jour j'allais pouvoir m'entraîner. Tu faisais de l'intérim en fait. En quelque sorte, ouais. J'essayais de dépanner, et puis moi j'acceptais tout, hein. Féminine, pas féminine. Là, quand tu te retrouves comme ça à 21 ans au chômage, c'est pas forcément évident, et puis sans occupation ni quoi que ce soit, donc le moindre club qui t'appelle, t'y vas. Donc j'ai fait quelques essais, je suis parti à Istres, j'ai fait des essais à Laval et Amiens, et Istres et Amiens m'ont retenu, et puis mon choix s'est orienté sur Amiens. T'aurais pu à un moment donné dans ta carrière justement réintégrer ce monde-là, le monde pro? Est-ce que tu as eu des opportunités peut-être? Alors donc du coup après Amiens je fais 2 ans, pareil Ligue 2 nationale, Prichin à Rouen qui fait derrière dépôt de bilan rétrogradé par la DNCG, donc C'était le chat noir en fait. c'était une petite aventure assez sympa. Et du coup quand j'ai signé à Vils, après la première année, j'ai eu un contact avec le PFC. Le problème qu'il y a, c'est que comme j'avais été professionnel, il fallait donner un minimum, ce qui n'était pas possible pour eux. Ce qu'eux me proposaient, c'était pas possible pour moi parce que vivre à Paris avec ce montant, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir le faire. Luxembourg, il y avait quand même beaucoup d'avantages en arrivant de la France, donc pour moi c'était quand même assez sympa de rester ici. Donc voilà, j'ai su par la suite qu'il y avait un club de Belgique qui avait appelé Vils, mais eux ils avaient dit que je travaillais pour le club parce qu'ils m'avaient trouvé un poste d'agent immobilier. Ça je l'ai eu un peu en travers la gorge. Bon les gars, si je me signais, je crois que c'était en D1 en Belgique. Si j'aurais pu signer en D1 belge, j'aurais été bien content. Mais bon, au final, le fait d'être resté à Vils m'a permis de construire mon avenir ici au Luxembourg. J'ai pu fonder ma famille ici, acheter au Luxembourg. Donc voilà, je pense que chaque aventure a ses avantages. Voilà, donc pour moi, ça a été un mal pour un bien. J'ai su rebondir et donc voilà, j'en suis assez satisfait. Et Flo, il t'a posé des questions sur ton passé. Moi, je vais me lancer sur l'avenir. Pour avoir discuté déjà pas mal de fois avec toi, quand on parle football avec toi, tu es très intéressé par la tactique, même par tout ce qui est le management, la pédagogie, tout ça, etc. Toutes ces choses qui font investir. Est-ce que toi, tu as une réflexion sur rester dans le monde du football et potentiellement avoir un rôle, on va dire, d'entraîneur, de choses comme ça, etc. Ouais, c'était la question que je me posais au Racing. Je me voyais bien finir mes années de contrat au Racing et passer directeur sportif. J'en avais déjà discuté avec Ilyes Adadji, justement le directeur sportif, pour dans la suite prendre sa place. Donc ouais, rester dans le foot, c'est quelque chose. J'ai toujours aimé m'identifier au club auquel j'étais. Le Racing, c'est vraiment, j'étais imprégné. Et maintenant, ça va le devenir avec Differdan. J'adore ça. La gestion de club, comment ça se passe dans un club. Donc est-ce que ce sera en tant qu'entraîneur? Est-ce que ça sera en tant que directeur sportif? Je ne sais pas encore. Mais tu te verrais plus en bord de terrain ou tu te verrais plus dans la structure? Idéalement, je dirais structure. Idéalement, je pense que le poste qui pourrait vraiment m'aller, ce serait directeur sportif, parce que il y a le côté sportif dans la gestion du recrutement. Après, tu fais totalement confiance, tu as mis un entraîneur en place, donc voilà. Mais tu as le côté aussi, l'aspect comptable, l'aspect gestion financière d'un club, comment tu peux améliorer le club, l'aider à grandir budgétairement, par rapport au médiatiquement. Donc voilà, ça c'est le côté qui me plaît. Mais maintenant, dans 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas vraiment les opportunités. Je pense que ça sera toute une question d'opportunité. Est-ce que je passerai entraîneur des gardiens, entraîneur d'une équipe principale? Ça, pour l'instant, je peux pas trop dire. Entraîneur des attaquants? Non. Les attaquants, c'est compliqué. Je peux les aider sur la relance, mais marquer les buts, je pense que chacun a son rôle, chacun a son métier. Je m'occupe des gardiens, le reste, c'est pas à moi de gérer ça. Tiens, d'ailleurs, c'est venu quand cette envie d'être gardien? C'était vraiment dès le plus jeune âge ou ça arrivait tard? Alors, mon père était gardien. Oui, c'est vrai. A fait sa carrière. A fait carrière. Je pense que j'ai été poussé dans les buts assez rapidement. Après, il m'a pas vraiment mis dans les buts. J'ai essayé aussi comme joueur, mais mentalement, je commençais rapidement à m'énerver. J'ai une exigence qui est assez particulière où j'ai envie que tout le monde ait le même niveau d'exigence que moi. Et le problème, c'est qu'il faut, dans un sport d'équipe, un sport co, il faut quand même savoir s'adapter. Et gardien, je suis tout seul quand même. Donc je peux donner des consignes, mais en même temps, je suis dans ma bulle, je suis tout seul. Joueur, s'il y en a qui courent pas, j'avais du mal à l'accepter. Donc si c'est pour s'énerver avec tout le monde, c'est mieux que le Ok, super. Bon, bah écoute, merci d'être venu. C'était cool de t'avoir pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, la Coupe d'Europe, la première journée.
Et puis on te souhaite la réussite pour cette saison avec, Que des victoires. avec ton nouveau club. Espérons pour toi. On croise les doigts. Tendai, Lucas, merci beaucoup Merci à pour toi. être venu aujourd'hui. Bon, évidemment, on va suivre ce qui se passe cette semaine. Il y a encore le Swift. Tendai, tu fais le déplacement d'ailleurs. J'espère que tu porteras chance à être sûr. J'espère. Jusqu'à maintenant, j'ai pas été non plus très très bon dans le domaine, donc j'espère que je vais arrêter d'être un poissard. Ah, ça va aller là. Oui, je pense que ça. Si tout va bien, ça devrait le faire. Quant à vous, évidemment, comme d'habitude, partagez, laissez-nous vos commentaires, vos retours pour faire grandir l'émission, encore une fois, avec cette nouvelle saison qui débute. Et puis, on se retrouve dans une semaine avec donc la deuxième journée. Et puis, on espère déjà une victoire pour le Swift en Coupe d'Europe. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, à bientôt.